Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 19h50, c'est l'heure du journal et voici les titres de l'actualité de ce mardi 13 septembre 2022. Un taxi comme appât pour leurs victimes, 4 malfrats, parmi lesquels une femme spécialisée dans le vol de bébés à Yaoundé. Fin de parcours pour ce gang pris dans les filets de la gendarmerie nationale. Yaoundé a soif, les robinets sont à sec, les habitants ont recours aux moyens de bord pour étancher leur soif. Dans certains quartiers, c'est la course aux puits et châteaux d'eau pour s'en approvisionner. Et le système fiscal sur la route de la modernisation, les premières propositions du secteur privé déjà dans le bloc-notes de la Direction générale des impôts pour améliorer la qualité du projet de loi des finances. Et scène de chaos au Parlement sénégalais, une bagarre éclate entre députés avant le début des travaux de la 14e législature. Intervention des gendarmes dans l'hémicycle. Voilà pour les titres. Des présumés malfrats pris dans les mailles de la gendarmerie nationale, leur spécialité, le vol des bébés. Le gang est composé de 3 hommes et une femme. Leur mode opératoire, transporter leurs victimes dans leur taxi de la ville de Yaoundé. Les précisions avec Maria Mazo et Serge Alain Zébou. Le film commence dans ce taxi, conduit par un certain Diana le soir du 3 septembre dernier. Dame Mengo, passagère à bord, est appâtée par une offre d'emploi. Le trajet, le monsieur lui fait comprendre que il a son épouse qui vient d'accoucher par césarienne et qu'il a besoin d'une dame qui peut aider à faire certains repas. Pour rendre l'offre plus crédible, le taximan prend rendez-vous avec la dame pour le lendemain, c'est-à-dire le 4 septembre. Sauf que le jour J, il ne vient pas seul. Il se fait accompagner par sa complice qui se fait passer par son épouse, histoire de mieux amadouer la victime. Dame Messi va dissuader la jeune fille en la accompagnant chez elle. Y étant, elle s'aperçoit que la fille en question a un bébé de 4 mois. Le bébé, un précieux sésame tant recherché par cette bande réputée dans le vol de bébés ici, à Yaoundé. La victime rentre inconsciemment dans ce jeu malsain au cours de riches échanges. Ils vont se retrouver à une 50aine de mètres du lieu. Et pendant ce temps, Dame Messi va s'empresser de fuir avec le bébé. Opération réussie. La mère du bébé sous le choc se rend alors à la brigade de recherche pour signaler le vol de son bébé. Après moult recherches et investigations, les éléments de la gendarmerie mettent la main sur les malfrats. Nous avons pu interpeller Dame Messi avec son copain Mbarga au carrefour, au quartier Ekounou, 2 chevaux. Lieu dit Nicolas Barré avec le bébé en question. La mère du bébé retrouve le sourire, non sans exprimer sa gratitude à la gendarmerie nationale. Quant aux malfrats, aux arrêts depuis le 5 septembre dernier, ils sont ici présentés à la presse. La justice fera le reste. Et les villes mortes de retour dans le nord-ouest, principalement dans la ville de Bamenda. Les sécessionnistes relancent les menaces à l'endroit des populations qui essaieraient de s'y soustraire. Après une semaine de cours relativement calme, celle-ci a démarré avec un lundi et un mardi de lockdown. Aimée Catherine Moukouri, Annie Collins. Dans la ville de Bamenda, la semaine a démarré avec 2 jours successifs de ville morte. Alors qu'on se réjouissait ici d'avoir tourné le dos au mot d'ordre des séparatistes, ce n'était finalement qu'une illusion. Depuis quelques jours, les combattants séparatistes envoient des messages les uns plus menaçants que les autres à toute personne qui tenterait de briser le lockdown. Des avertissements qui s'adressent particulièrement aux commerçants. Le gérant du food market a été enlevé en plein jour dans son bureau pour avoir osé ouvrir le marché la première semaine de la rentrée scolaire. Hier matin, ce sont des coups de feu qui ont réveillé les populations à Mankon dans le 2e arrondissement. Cependant, à Nkwen et Upstation, où sont logées les institutions administratives, la population circulait librement. Les forces de l'ordre sillonnent les artères de la ville de Bamenda, où en semaine,
Les entrées et les sorties sont contrôlées de près. Toute une semaine dédiée à la célébration des martyrs. Les héros de la lutte pour l'indépendance du Cameroun sont à l'honneur depuis ce 13 septembre. Parmi eux, Rouben Oumyobé, grande figure historique de ce combat. En marge du dévoilement du monument du Mpondol à Boumiébé, l'ambassadeur de France à Yaoundé, Christophe Guilou, a appelé à la réconciliation après les crimes de son pays sur les nationalistes camerounais. Je vous propose de l'écouter ainsi que l'upéciste Bapolipote au micro de Christian Bock. Ce monument, en rappelant à nos consciences les pages tragiques de notre passé commun, représente une injonction à construire ensemble un avenir fondé sur l'égalité, le respect mutuel et la fraternité, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Le président de la République française, M. Macron, a à cet effet pris l'engagement solennel d'ouvrir nos archives en totalité à ce groupe conjoint. Commémoration, restitution, reconnaissance, ce sont en fait 3 piliers clés de notre engagement pour la réconciliation des mémoires. Et aujourd'hui, ce 13 septembre 2022 est mémorable parce qu'il nous ramène dans l'histoire de Oumyobé. Donc nous sommes dans une approche de reconnaissance mutuelle et de construction d'un avenir radieux pour nos peuples respectifs. Car, comme le disait très bien Augustin-Frédéric Kodok, la vie, c'est devant. Et je vous l'annonçais en titre, l'eau est depuis quelques mois une denrée rare dans la ville de Yaoundé. Des ménages passent des jours et parfois des semaines sans voir couler leur robinet, le précieux liquide. Pourtant, à la station de production d'eau potable d'Akomniada, aux rives d'Union, une nouvelle unité venait d'être construite pour booster la production d'eau en direction des ménages. Daniel Anissé-Boudjé et Constant Kamga. Conçue pour produire 190 000 m3 d'eau par jour, l'usine de production d'eau potable d'Akomniada n'en fait que 130 000 pour toute la ville de Yaoundé. À l'origine du déficit, l'unité d'ultrafiltration que voici, installée en 2018, est censée produire elle seule 55 000 m3 d'eau par jour, a cessé de fonctionner depuis 2019. Elle est selon la Camwater très sensible à la forte turbidité des eaux noires d'Union et devrait par conséquent être réadaptée. Face aux plaintes des ménages, le ministre de l'eau et de l'énergie a sommé la Camwater le 5 septembre dernier de rétablir la situation avant la fin du mois. Ce qui ne va certainement pas résoudre définitivement le problème de la pénurie d'eau à Yaoundé. En effet, la station connaît bien d'autres dysfonctionnements. Vieille de 37 ans aujourd'hui, l'usine a mal à ses équipements. La station classique présente déjà des signes d'essoufflement quand elle a été construite en 1985, ce qui accentue le déficit d'approvisionnement en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs. La pénurie d'eau accentuée ces dernières semaines à Yaoundé est surtout liée à ce composé chimique, le polymère. Une substance essentielle dans le traitement de l'eau, presque en rupture de stock ici à Akomniada. La société française Solevo, en charge de la livraison du produit, n'aurait pas rempli sa part du contrat depuis quelques mois. Après plusieurs requêtes de la direction générale de Camwater, un nouveau stock devrait arriver sous 72 heures d'après les promesses de Solevo. En attendant, la société en charge de l'eau veut tout faire pour tenir le délai du 30 septembre sur la mise en service de l'unité d'ultrafiltration. Le directeur général sur le terrain s'assure également que l'eau produite ici à Akomniada continue d'obéir aux normes sanitaires prescrites par l'État et l'Organisation mondiale de la santé. Et pour s'approvisionner, les populations de Yaoundé usent des moyens de bord au risque de contracter des maladies. C'est le cas des quartiers Toameki, Carrière ou encore Etoudi. Là-bas, les puits remplacent aisément les robinets secs. Karel Mezatachouya, Constant Kamga, reportage. Une image vaut 1000 mots, dit-on. Voici une parfaite illustration. Ce robinet fait maison est le seul que connaît la partie basse du quartier Toameki à Yaoundé. On puise là, on met là pour avoir, ne serait-ce que même pour préparer avec. Voilà notre Sénèque à Toameki. L'eau n'a jamais coulé des murs ici. La population le vit mal et ne passe pas par 4 chemins pour le signifier. Non, c'est terrible, madame, c'est terrible. Depuis que Toameki existe, on n'a pas d'eau ici en bas. Pour avoir l'eau de la Sénèque, soit on peut acheter l'eau là-bas au carrefour, soit il y a un tuyau qu'on a abandonné derrière l'imprimerie là.
La Sénègue avait abandonné depuis, on ne sait pas pourquoi ils ne viennent pas. C'est là où on puise l'eau à boire. Ça nous intoxique et puis ça nous donne des maladies. C'est vraiment difficile pour nous. Cet autre quartier de la ville aux 7 collines aussi a soif d'eau potable depuis belle lurette. Nous sommes à la Carrière. Les habitants du coin n'ont plus souvenance exacte de la dernière fois que le précieux liquide a jailli de pareils distributeurs, tellement ça fait longtemps. Ça part même à 5 ans. Hein. De ce côté, je ne sais pas, mais ici, là, tout là, il n'y a pas d'eau. L'eau n'existe même pas ici. Si vous allez demander partout, vous ne pouvez pas voir l'eau qui coule dans les robinets. Situation déplorable. Le manque à gagner est énorme, notamment pour cette dame, propriétaire d'un salon de coiffure dans le secteur. Je peux passer une semaine sans laver les cheveux parce qu'il n'y a pas l'eau. Le même calvaire fait partie du quotidien des populations du quartier Etoudi. Les robinets secs dictent leurs lois. Les quelques rares fois qu'ils coulent, la qualité laisse à désirer. L'eau est juste sale. Tu mets peut-être 10 litres d'eau après 2 minutes. Regardez un peu le bas. Et c'est comme ça que ça se pose dans le ventre. Et ça nous donne les maladies, les amibes. En ce moment, nous souffrons tellement. Je ne bois plus l'eau de la pomme parce que ça me rend tellement malade, même avec mes enfants. On ne doit pas se retrouver à l'hôpital chaque jour. Ainsi va le régime plutôt sec au siège des institutions. En attendant la goutte d'eau propre qui viendra véritablement étancher la soif des Yaoundéens, on fait avec les moyens du bord. Et face à des robinets à sécher, les habitants de Yaoundé, en plus des puits, ont recours au château d'eau ou la source la plus proche, et ça fait l'affaire. Quitte à débourser quelques francs CFA, nos reporters ont suivi quelques Yaoundéens dans les méandres du système D. C'est avec Janice Kamga et Raoul Ngofo. Un rituel quotidien. Des enfants qui gravissent une pente abrupte matin et soir, récipients sur la tête, à la recherche d'eau. Le tableau est commun à plusieurs quartiers populaires de la ville de Yaoundé. À cause des robinets asséchés, ces habitants du quartier Etoudi doivent descendre dans les bas-fonds pour profiter des faveurs de cette source aménagée. Même si les conditions d'accès et d'hygiène laissent à désirer, le jeu en vaut visiblement la chandelle. Plus loin, 400 mètres environ en hauteur. À l'heure où les fidèles musulmans font leurs ablutions pour la prière matinale, ça se bouscule à la façade arrière du lieu de culte. Ici, la mosquée se pose en oasis pour ses brouettes, motos et voitures qui aspirent à faire le plein, au prix parfois de longues heures d'attente. Depuis 14 heures, il est peut-être que 16 heures maintenant, on n'a pas encore tout pisé. On a juste pisé 3 bouteilles. Grâce à ce forage offert par un bienfaiteur de la communauté, la mosquée est devenue le point de convergence de populations venues des 4 coins de la commune de Yaoundé 1er. Messassi, Emana, Rai Beleng, Etoudi, Rai Abattoir, Santa Barbara, tout ce monde que vous voyez là, ils sortaient de très loin. Autre lieu, le quartier Messassi. Maurice a aménagé un château à son domicile. Face à la forte demande en eau, l'enseignant de lycée pourvoit pour ses voisins. Contre un franc symbolique qui servira à amortir la facture d'électricité, il les approvisionne. 10 litres à 25 francs CFA. Mais même là, les difficultés sont légion. Comme les puits se sont asséchés un peu partout, dès qu'une, 2, 3 familles ont de l'eau, il n'y a plus rien dans le château. Et doublé à ça, par exemple, les coupures d'Enéo, nous ne pouvons plus avoir, par exemple, la pompe qui tire l'eau du souterrain pour la citerne. Comme le démontrent ces clichés, la route de l'eau est parsemée d'embûches. Et alors que la communauté internationale axe la réflexion cette année sur les eaux souterraines, il convient de relever les difficultés rencontrées pour les rendre visibles, car même si les puits, sources et forages viennent en renfort pour étancher la soif des populations, y accéder est tout sauf une sinécure. Et dans l'actualité de ce mardi, les élèves asthmatiques, drépanocytaires et autres sont souvent victimes de marginalisation en milieu scolaire. Et en fonction de leur pathologie, les responsables d'établissements ont pris des dispositions spécifiques pour leur garantir un quotidien normal. Reportage Titi Freeman et Thierry Nana. Élève en classe de 6e au lycée bilingue de Daido, Grace est drépanocytaire. Comme elle, ils sont nombreux, ces enfants aux maladies génétiques stigmatisés en milieu scolaire.
La jeune lycéenne n'a d'ailleurs pas souhaité parler de son état à ses camarades. Mais les arguments lui ont fait entendre raison. Elle est préparée psychologiquement, mais ce n'est pas facile. Au départ, elle me disait qu'il ne faut pas que ses camarades sachent qu'elle est malade. Sinon, on va se moquer d'elle. Je lui ai dit non, il n'y a pas de honte à la maladie. Il faut qu'on les informe. Des informations fournies au préalable aux responsables d'établissement. Le carnet médical atteste de leur vulnérabilité. Ils ne participent pas au programme de balayage, de nettoyage au lycée parce qu'ils sont fragiles. Donc ils sont exclus du programme de balayage. On peut donner autre chose à faire. Le censeur va en classe sensibiliser ses camarades sur son état, leur faire comprendre que ce n'est pas un enfant comme eux. Le censeur en charge, n'est-ce pas, de la classe, sensibilise également les enseignants de la classe. Parce que les enseignants de la classe doivent connaître qu'il est de passionné. Par conséquent, on ne doit pas le mettre sous pression. On ne doit pas le réveiller. Peut-être si on trouve endormi, le réveiller violemment. Savoir le manager quoi, avec amour, avec douceur, il faut éviter de le violenter. Et même, non seulement le violenter, mais dire à ses camarades que dès qu'il a un petit souci, il faut l'aider, n'est-ce pas, rapidement à aller à l'infirmerie. Des mesures qui rassurent les parents d'élèves concernés. Rassure parce que le censeur, il m'a rassuré que tout le corps enseignant est déjà préparé psychologiquement face à ce cas de situation des enfants qui souffrent des maladies. Maintenant, je crois que c'est quand le cas va se poser que je verrai vraiment les actions. Une prise en charge spécifique pour ces enfants malades et scolarisés. Entre instruments juridiques, actions concrètes, les personnes en situation de handicap de plus en plus vivent le plein épanouissement au Cameroun selon les travaux de la session ordinaire du Comité national pour la réadaptation et la réinsertion socio-économique des personnes handicapées. Il était question ce jour d'évaluer le niveau d'action inclusive en leur faveur. Delphine Fonkotene et Serge Alain Zibou. Se déplacer sur fauteuil roulant avec une canne blanche, parler le langage des signes, ça fait de moins en moins des marginalisés au Cameroun. Au fil des temps, le ciel s'éclaircit en faveur de cette tranche de la population, estimée à plus de 3 millions. Illustration sur le plan juridique. La ratification du traité de Marrakech et tout récemment le décret pour l'octroi de la dispense d'âge aux personnes handicapées lors des recrutements de la fonction publique de l'État. Plusieurs autres actions sont menées pour permettre à ces handicapés de se sentir comme des poissons dans l'eau. Des actions concrètes. Les personnes handicapées bénéficient des exonérations à hauteur de 50% pour les examens divers de laboratoire dans les centres Pasteur, dans le domaine des transports, notamment ferroviaires. Ces concitoyens bénéficient d'une exonération de frais de transport allant de 50% pour les handicapés moteurs à 100% pour les déficients visuels. Sauf que jusque-là, le verre reste à moitié vide. Certains aspects à revoir pour permettre un plein épanouissement de ces derniers. Nous recensons 2 personnes handicapées décédées des suites d'accidents percutés par des véhicules. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les violences faites aux femmes et filles vivant avec le handicap. Qu'est-ce qu'il faut faire? Entre autres interrogations qui seront adressées au cours de cette session ordinaire du Comité national pour la réadaptation et la réinsertion socio-économique des personnes handicapées. Travaux de 2 jours ouverts ce 13 septembre à Yaoundé par le ministre des Affaires sociales. Améliorer le climat des affaires implique un système fiscal favorable aux opérateurs et économiques. C'est la raison de la rencontre entre la Direction générale des impôts et le secteur privé ce mardi à Douala. La première journée de cette concertation était l'occasion de se mettre à l'écoute de ces hommes d'affaires et de leur dévoiler les différents axes de modernisation. Les précisions avec David Sandio et Marius Kosso. Des échanges francs pour l'amélioration du système fiscal camerounais. Sans complaisance, les opérateurs économiques présentent des griefs et doléances sur la table de concertation, parmi lesquels l'application de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à tous les établissements de microfinance. Regardez la possibilité d'exonérer les établissements de microfinance de 2e catégorie, en tout cas pour ce qui concerne leurs clients, de la TVA qui est applicable sur les prêts inférieurs ou égaux à 2 millions.
puisque leurs confrères de la première catégorie sont exonérés. Profondeur de l'amélioration du milieu des affaires, les opérateurs économiques militent pour une harmonisation des impôts, pour que l'impôt substitution, également évoqué, ne soit plus illusoire au Cameroun. Aujourd'hui, on voit au cœur de toutes les entreprises, particulièrement l'impôt substitution, à laquelle nous tenons beaucoup à en parler. Car aujourd'hui, à travers ce qui se passe partout dans le monde, on a l'impression que le pire est à venir et que nous devons prendre toutes les dispositions, aussi bien fiscales qu'au niveau des entreprises, qu'au niveau de recherche, pour pouvoir faire en sorte que l'impôt substitution soit une réalité dans notre pays et réduire les coûts. Sur le front des affaires, le secteur privé expose ses dures réalités économiques. Pour la Direction générale des impôts, les contributions vont enrichir et améliorer la qualité de leurs projets dans la loi de finances concernant les mesures fiscales. Toute cette semaine, nous allons discuter avec eux, prendre leurs préoccupations, noter leurs sollicitations pour soumettre aux autorités une loi de finances qui respecte à la fois l'exigence de mobilisation des ressources, mais également l'amélioration de l'environnement des affaires. Parmi les acquis de la Direction générale des impôts, les recettes globales mobilisées sont passées de 1059 milliards en 2010 à 2656 milliards en fin 2022. Et les crises sanitaires russo-ukrainiennes secouent l'environnement des affaires et fragilisent l'investissement en Afrique centrale. Pour accompagner ces États à sortir la tête de l'eau, un projet d'appui à l'intégration régionale et à l'investissement est en réflexion à Douala depuis ce matin. Le compte rendu de Lille Piediou et Henri Tina. Autour de cette table, une quarantaine de représentants régionaux et nationaux, secteur privé, Union européenne et autres acteurs impliqués dans la gestion des accords commerciaux et des corridors de commerce. Il est question ce mardi à Douala, avec les différentes crises sanitaires et sécuritaires qui secouent l'Afrique centrale, d'accélérer le processus d'intégration régionale et d'accroître les financements pour mieux accompagner le secteur privé dans l'amélioration du climat des affaires. Pour les entreprises et pour les acteurs économiques, c'est vraiment profiter des opportunités d'investissement et de développement des filières en Afrique centrale transrégionale dans le cadre de la zone de libre-échange continentale et dans le cadre des APE pour ce qui est du Cameroun. Cette facilitation passe par le projet d'appui à l'intégration régionale et à l'investissement en Afrique centrale, soutenu par l'Union européenne, la CEAC et la CEMAC. Le programme s'élève à 30 millions d'euros. Nous pouvons vraiment faire bouger les lignes et aller de l'avant. Donc aujourd'hui, le but de cette réunion est d'informer les États membres de l'Afrique centrale de ce qui peut être fait. C'est d'aller de l'avant. C'est le moment de bouger et d'opérationnaliser ce programme. Nous n'avons plus trop de temps. Donc en tant que partie prenante à la convention de financement, la CAC est là pour veiller à ce que les résultats ou les activités du programme qui seront menées soient favorables aux populations de la communauté et répondre aux intérêts des États membres. Les États membres, vu les délais extrêmement courts, doivent rapidement intensifier le processus de rationalisation institutionnelle des deux communautés économiques régionales, CEMAC et CEAC, vers un organe unique en charge de l'intégration régionale en Afrique centrale. Et ce soir, dans la chronique économique, nous nous intéressons aux performances enregistrées dans la production bananière du Cameroun. Monique Naoussi Fosso est sur ce plateau. Monique Naoussi, bonsoir. Vous nous dites que les voyants sont au vert. Eh bien, Jocelyn Kanga, c'est depuis l'année 2022 justement que les exportations de la banane camerounaise exponentielles en glissement annuel en fin d'année, en fin du mois d'août 2022, plus de 15 000 tonnes de bananes camerounaises ont été vendues sur le marché international, ce qui le propulse au premier rang en Afrique Caraïbe et au 5e rang mondial. Des bons points pour le gouvernement qui engrange des devises. Vous m'avez demandé qu'est-ce qui peut expliquer cette amélioration tant sur le plan de la quantité que sur le plan de la qualité. Le dénominateur commun reste la meilleure pluviométrie. Plus il pleut, plus les plantations sont rajeunies, plus les plantations se portent à merveille et de manière singulière. On va citer la CDC, la
Cameroon Development Corporation, le deuxième employeur après l'administration publique qui ploie sous la crise sécuritaire depuis bientôt 6 ans, eh bien la CDC a réhabilité plus de 2000 hectares de ses plantations, ce qui lui a permis d'améliorer considérablement ses performances. Et au rang des meilleures performances, la CDC est en tête avec 67% de volume exporté en un an, suivi de Beau Plantation, qui est le tout petit pousset du trio avec 48%, suivi de la PHP, les plantations du Opendia, cette filiale de la compagnie fruitière de Marseille. Vous avez suivi, ce sont là les principales raisons qui ont permis à ces 3 géants d'améliorer leur performance sur le marché international. Traduction tout de même, plus le volume de production s'améliore et plus les blindards se plaignent de la cherté des bananes. Effectivement, Alain Ghislain Kanga, il faut lever l'équivoque, à savoir que les productions de ces 3 géants sont essentiellement destinées au commerce international, au marché extérieur. Ce sont les résidus qui sont vendus sur le marché local. Il faut signaler que du fait de la forte démographie, ce qui reste est discuté entre les Camerounais et les voisins qui viennent se ravitailler au Cameroun et qui vont même jusque dans les plantations retrouver les petits producteurs, achètent les parcelles entières avant maturation et on observe une forme d'inflation du fait de la loi de l'offre et de la demande. Vous comprenez. Il y a un autre facteur qui n'est pas des moindres, l'état des routes, les voies qui desservent les bassins de production agricole sont en piteux état pour la grande partie, et ce qui explique le pourrissement de la récolte dans les champs. On va également noter que les parties septentrionales du Cameroun, la banane y coûte très cher. Un doigt de banane à 75 francs, 100 francs. Dans les grandes métropoles comme Douala, Yaoundé, vous les aurez par exemple 3 doigts de banane en fruits, c'est à 200 francs CFA, ce qui va aller dans les cuisines, 5 doigts de banane, 4 doigts de banane à 200 francs CFA. Ça coûte excessivement cher. La banane est devenue un produit de luxe. Il y a quelques années, la banane était taxée de denrées des ménages les plus pauvres. Désormais, c'est autre chose. Donc, pour inverser la tendance, on peut préconiser par exemple l'amélioration des routes qui mènent dans les bassins de production, accompagner davantage les producteurs locaux et cultiver davantage parce que le marché, il est florissant, il y a de la demande, il faut simplement multiplier des stratégies pour pouvoir satisfaire ce marché. Merci beaucoup. Merci beaucoup Monique Naoussi Fotso pour cette chronique économique, et il faut dire qu'elles avaient de la banane. Les joueuses de Awa Football Club qui jouaient une place en finale de la Ligue des champions africaine dames cet après-midi à Malabo. Les Camerounaises affrontaient les Malabo Kings et elles se sont imposées sur le score de 3-0 et se qualifient pour la finale de la compétition. Les députés révoltés pour la première séance du nouveau Parlement. Les camps de l'opposition et présidentielle en sont venus aux mains, ce qui a obligé l'armée à intervenir. Au Kenya, plusieurs blessés avant la cérémonie de prestation de serment de William Ruto, le tout nouveau président du Kenya. Lil Piedju et Calvin Tekam. Escalmonte. L'installation du nouveau Parlement issu des législatives a donné lieu à une série d'incidents au Sénégal. Entre micros arrachés, invectives et combats de boxe, tout y est passé. Les gendarmes sont intervenus et ont formé un cercle autour de l'urne pour permettre aux députés de la mouvance présidentielle de voter pour élire le président de l'Assemblée. Pour cette première session, les députés de l'opposition et du camp présidentiel en sont venus aux mains. Le nouveau président du Kenya, William Ruto, remercie Dieu pour son élection, déclarant qu'aujourd'hui, un garçon du village est devenu président du Kenya. Après une cérémonie de prestation de serment à laquelle ont assisté des dizaines de milliers de personnes, dont plusieurs chefs d'État africains.
Aujourd'hui, je veux remercier Dieu parce qu'un garçon du village est devenu président du Kenya. Plusieurs personnes ont été blessées après qu'une foule ait essayé de forcer l'entrée du stade de Nairobi. Des centaines de personnes ont tenté d'escalader les grilles qui entourent le stade de Kasarani. Un complexe de 60 000 places rempli dès l'aube. Par dizaines de milliers, les Britanniques se sont pressés pour se recueillir devant le cercueil d'Élisabeth II à Édimbourg avant son transfert à Londres. Je suis venue ici aujourd'hui pour rendre hommage à une femme qui a donné sa vie à notre pays, qui a donné sa vie à notre peuple, jusqu'à la toute fin. Une femme qui aimait l'Écosse, qui aimait son pays, qui aimait l'Écosse et qui est venue mourir en Écosse. C'est un moment triste, un moment très important de l'histoire. Et oui, j'ai juste senti que c'était à ma petite manière une façon de rendre hommage à notre reine morte et aussi à son fils, notre nouveau roi. Si triste, je n'arrive pas à croire qu'elle soit partie parce que c'était si rapide, je n'arrive pas à y croire. C'était vraiment agréable d'être avec la famille et nous sommes venus ici, avons pris le train et sommes venus ici pour la voir. La réclame à présent, l'entreprise nommée Recycling a ouvert il y a quelques jours une centrale d'achat de bouteilles plastiques appelée Namebox. La première a été installée près du génie militaire dans l'arrondissement de Douala 3e et vous avez la possibilité de collecter et vendre vos bouteilles plastiques et gagner de l'argent. Regardez. Recycler les bouteilles en plastique et les vendre, c'est possible. Toute l'ambition porté par l'entreprise Namé Recycling. Nous nous rapprochons des populations, nous faisons ce qu'on appelle la collecte de proximité et nous allons, compenser l'effort qui est fait par la population dans le cadre de l'assainissement de l'environnement. Pour s'inscrire dans la durée, voici la première expérience témoin. Pendant l'inauguration de cette Namebox, une centrale d'achat installée près du génie militaire à Douala 3e. Les bouteilles sont pesées et les prix évalués en fonction de leur qualité. Namé construit des box et les dépose partout dans la ville et la population locale en profite en venant vendre ses déchets plastiques. Le grade B, il est racheté à 60 francs le kilo quand il est pas trié, donc 10 francs au-dessus du prix du marché. Et quand il est trié, nous allons jusqu'à 80 francs. Ce qui est perçu comme déchets destinés aux poubelles et polluants pour la nature est pourtant une richesse. Sa transformation, une valeur aux bénéfices multiples. Ces bouteilles sont transformées en bandes de cyclage ou autres produits qui, à leur tour, sont remis en circulation et qui pourraient être encore collectés afin d'éviter que pour la production de tels produits, on doive exploiter les ressources naturelles de notre pays. En recyclant les bouteilles en plastique, Namé Recycling débarrasse donc l'environnement du poids de l'ordure et contribue à préserver l'équilibre de la nature. C'est une très bonne chose pour l'environnement. Nous encourageons toute initiative visant à promouvoir la protection de l'environnement. Namé Recycling, collecter et gagner de l'argent. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur les programmes de Canal 2 International. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.